Je vous remercie. Avant d'apporter une réponse à cette question, permettez-moi de saluer Afrique Soir, son directeur, pour tout ce que vous faites pour la communication et la liberté de la presse dans notre pays. Je suis très heureux de vous recevoir ici au siège de la Centrale Plateforme Nationale. Théodore Nyanya Zadi est un enseignant, voilà, professeur des lettres modernes et aujourd'hui inspecteur principal pédagogique. J'ai donc commencé l'enseignement en 1992 et pendant 10 ans, nous sommes de cette génération qu'on appelle la génération sacrifiée, des enseignants sacrifiés. Nous avons 10 ans de raccrochage, c'est-à-dire nous avions la moitié du salaire de nos aînés. Et donc Nyanya Zadi a forgé sa personnalité dans cette période-là, face à cette injustice. Et je suis donc devenu syndicaliste depuis cette époque. Et j'ai fait tout mon parcours, ma formation syndicale aux côtés d'un aîné, le camarade Guérini Alfred, qui déjà en 1999 m'a pris à ses côtés et qui m'a permis, n'est-ce pas, de gravir les échelons au fur et à mesure. Donc Nyanya Zadi est aussi syndicaliste. Je suis aussi mutualiste parce que dès 2001, j'ai eu la chance de faire mon entrée à l'Assemblée Générale de la MUGEPSI à l'époque où cette mutuelle était gérée par les syndicats. Et donc de 2001 jusqu'en 2012, j'ai été membre de l'Assemblée Générale de cette. Donc voici Nyanya Zadi, il est à la fois enseignant, donc au plan professionnel, j'ai aujourd'hui 29 ans de service, syndicaliste depuis près de 25 ans de haut niveau et aussi mutualiste au niveau social. On peut dire globalement que toute mon action a été une action qui était de se mettre au service de l'autre. Voilà. Donc Nyanya Zadi pense que l'action sociale est, je voulais, la trame de sa vie. La trame de sa vie. Se battre pour l'autre, être aux côtés de l'autre, se battre pour les plus faibles a été toujours le sens de mon engagement, tant au plan syndical, au niveau de l'enseignement, qu'au niveau mutualiste. Voilà ce que je voudrais dire en ce qui me concerne. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi. J'ai essayé de le faire. La plateforme nationale est aujourd'hui une centrale syndicale, la 6e centrale syndicale reconnue dans notre pays, même si nous sommes encore frappés d'ostracisme, en ce sens qu'on ne nous invite pas aux festivités du 1er mai à la présidence, alors que nous avons un arrêté qui nous reconnaît comme tel. Et ça, c'est un autre combat que nous menons toujours. La centrale plateforme nationale est née de façon, je dirais, informelle en 2011. Dans le combat pour une meilleure gestion de la MUGEPSI, qui est notre instrument commun de solidarité et d'entraide. Et ensuite, en 2015, ayant fait le constat que les fonctionnaires souffraient de l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions salariales, nous avons décidé de formaliser la plateforme nationale en une structure fédérative de toutes les familles d'emploi, des 6 familles d'emploi de la fonction publique. C'est ainsi qu'en 2015, j'ai été élu au cours d'une assemblée générale et 3 mois plus tard, nous nous sommes réunis pour dresser la liste des revendications qui étaient pendantes à cette époque-là. Il y avait la question de la retraite. Une réforme avait été prise en 2012 et avait réduit les pensions de retraite en Côte d'Ivoire de 30 à 40%, avait supprimé les conditions sociales, notamment pour les veuves et les orphelins, et donc posé un grand problème social dans notre pays. Un recul social, on peut le dire. Il y avait également la question du stock des arriérés. Vous savez bien qu'en 2009, le gouvernement précédent avait apporté des avantages au plan salarial aux fonctionnaires, n'avait pas payé la totalité, n'avait payé que la moitié. Il restait un stock de près de 249 milliards que les fonctionnaires réclamaient depuis des lustres et que le gouvernement actuel ne voulait pas payer. Il y avait aussi la question de près de 1800 journaliers qu'il fallait régler, qui, n'est-ce pas, étaient dans la fonction publique sans être fonctionnaires. Et bien d'autres questions. Donc, nous avons décidé de formaliser la plateforme pour nous attaquer à ces préoccupations. Donc, dès 2016, la plateforme nationale, pour la première fois en Côte d'Ivoire, a lancé sa première grève de 3 jours, d'une grève générale. Après, c'était historique. Et nous avons reconduit cette grève le 9 janvier, du 9 janvier au 28 janvier, une grève de 3 semaines, qui donc a amené le gouvernement ivoirien à s'asseoir avec nous sur la table et donc à apporter des réponses aux préoccupations que je viens d'indiquer. Je vais peut-être plus loin tout à l'heure. Donc, au niveau des acquis, la plateforme a pu, grâce à cette grève historique, permettre aux fonctionnaires
d'amener l'État de Côte d'Ivoire à refaire une nouvelle réforme des pensions de retraite. Nous avons pu donc réinstituer les acquis sociaux pour les veuves et les orphelins dans la loi que nous avons combattue pour être bénéficiaire, n'est-ce pas, des pensions de l'époux décédé ou de l'épouse décédée. Le veuf ou la veuve devait attendre l'âge de départ à la retraite prescrit de son époux, de son épouse avant de bénéficier. Ce qui veut dire que si l'épouse avait 40 ans au moment où l'époux décédait et que ce dernier devait aller à la retraite à l'âge de 60 ans, elle devait attendre 20 ans avant de bénéficier, n'est-ce pas, des pensions de réversion du conjoint survivant, ce qui était véritablement un recul social grave. Et les orphelins bénéficiaient d'un capital décès. Pour tout ça avait été supprimé. Nous avons pu restituer tout ça et nous avons pu amener l'État à revaloriser un tant soit peu les pensions de retraite qui avaient été réduites. Donc ça a été une grosse victoire pour la plateforme nationale. Le deuxième point, c'est que le stock d'arriérés de 249 milliards que le gouvernement refusait de payer, estimant que l'argent était un peu trop, n'est-ce pas, nous avons réussi à amener l'État à payer. Et depuis 2018, janvier 2018, cet argent est payé régulièrement aux bénéficiaires, qui étaient au nombre de près de 120 000 fonctionnaires issus de 7 secteurs d'activité de la fonction publique qui bénéficient depuis, n'est-ce pas, cette époque-là des reversements périodiques du stock des arriérés. Nous avons également amené l'État à recruter les 1800 journaliers qui, depuis près de 20 ans, étaient à la fonction publique, qui n'avaient pas de pension de retraite et qui, n'est-ce pas, étaient réduits à la mendicité à la fonction publique. Nous avons réussi à amener l'État à les recruter aujourd'hui à la fonction publique comme fonctionnaires pleins et entiers, avec, n'est-ce pas, tous les bénéfices que cela engendre. Nous avons aussi amené l'État à faire en sorte que la bonification indiciaire de près de 41 000 fonctionnaires issus des emplois non bénéficiaires d'une grille particulière, c'est-à-dire des secteurs de la fonction publique générale, n'est-ce pas, nous avons amené l'État à faire cette bonification indiciaire de 100 et 150 points, c'est-à-dire entre 23 000 et 33 000 francs CFA depuis 2018, et cela sur leur salaire, et ça jusqu'à la retraite. Nous avons également mené l'État à faire en sorte que les syndicats puissent faire leur cotisation à la solde, ce qui avait été supprimé en 2014 pour affaiblir les syndicats, les appauvrir. Et donc ça aussi, aujourd'hui, depuis 2018, c'est une réalité. Donc la plateforme nationale a des acquis d'importance, étant entendu que historiquement, c'est la première fois qu'une structure syndicale a pu amener un État en Côte d'Ivoire à discuter et à obtenir 5 points sur 5. Si vous comprenez, nous avions 5 points dans la balance. Au final, nous avons eu les 5 points. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre de façon rigoureuse par l'État de Côte d'Ivoire. En contrepartie, en 2017, si vous voyez cette image-là, le gouvernement et nous avons signé un accord le 17 août 2017 qui, en 2 pans, l'État s'engage à respecter tous les engagements qu'il a pris, les 5 points, et nous nous engageons en contrepartie à permettre une période d'accalmie à l'État qu'on appelait la trêve sociale. Donc voici un peu les acquis de la plateforme. Et après cela, nous avons continué à travailler pour protéger les fonctionnaires, les accompagner dans leur progression, dans leurs préoccupations au niveau de la fonction publique. C'est notre quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure, je me suis engagé vraiment focus sur tout ce qui est lié, n'est-ce pas, aux questions sociales, au plan syndical comme mutualiste. Parce que le syndicat lui-même a au moins plusieurs fonctions. Il y a la fonction revendicative, mais il y a aussi la fonction de protection sociale. Parce que pour nous, il y a une adéquation, il y a un lien indéfectible entre la bonne santé du travailleur et sa performance au travail. Donc c'est pourquoi la MUGEFSI existe, et lorsque là où la MUGEFSI n'arrive pas à atteindre ses objectifs, les travailleurs s'organisent un tant soit peu comme ils peuvent pour mettre en place des structures pour compléter, n'est-ce pas, la MUGEFSI. Et c'est ainsi que nous avons créé la Mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire, dont je suis le président du conseil, qui depuis 2019 fait son petit bonhomme de chemin et qui apporte aussi des réponses aux préoccupations. La particularité de cette structure, c'est qu'elle n'est pas uniquement faite pour les travailleurs du secteur formel, c'est-à-dire des fonctionnaires, ni encore moins les agents du privé formel. Mais c'est une structure qui est véritablement ouverte à l'ensemble des Ivoiriens, que vous soyez du secteur informel, non formel ou même du secteur agricole. Vous pouvez adhérer à cette mutuelle parce que pour nous, la mutualité, c'est un élément important de l'entraide et de la solidarité. Et le vrai niveau de la solidarité, c'est une solidarité qui sort du cloisonnement du corporatisme et qui n'est pas enfermée.
la vraie solidarité est ouverte. Et c'est pourquoi la MAESI, nous appelons la MAESI la mutuelle universelle, parce qu'elle s'adresse à tous les Ivoiriens, à tout homme, qu'il soit de nationalité ivoirienne ou non, qui vit en Côte d'Ivoire, peut adhérer à la MAESI pour avoir accès à des structures de santé de premier niveau, pour, n'est-ce pas, sortir de la précarité sanitaire dans laquelle 80% des Ivoiriens sont aujourd'hui. Bien entendu, je l'ai dit, l'engagement, si je voudrais bien l'expliquer, la mutuelle fait partie de ce qu'on appelle la protection sociale, qui est une des fonctions essentielles du syndicalisme. La preuve, la couverture maladie universelle, toute cette politique sociale que vous voyez dans les pays africains, mais cela a été instruit grâce au BIT, le Bureau international du travail, l'OIT, qui est l'organisation des syndicats. Donc, parce que pour nous, pour les syndicats, pour le BIT et l'OIT, il y a une adéquation entre, n'est-ce pas, la performance au travail et la santé. Donc, un vrai syndicaliste doit véritablement s'intéresser à ces deux aspects. Vous pouvez vous battre pour améliorer les salaires de vos camarades, mais s'ils ne se soignent pas correctement, s'ils n'ont pas une bonne prise en charge sanitaire, ce travail est perdu le lendemain. C'est pourquoi les deux aspects sont importants pour le travail décent, tel que recommandé par le Bureau international du travail. Donc, je suis dans mon élément véritablement, en prenant en compte ces deux aspects-là pour améliorer les conditions de vie de nos camarades, parce que pour nous, le salaire, oui, mais il faut que ce salaire serve à se soigner et il faut des structures pour encadrer la santé. Aujourd'hui, les mutuelles sociales, les assurances privées et toutes ces structures-là permettent d'encadrer, n'est-ce pas, le financement de la santé avec des structures qui permettent, n'est-ce pas, de capitaliser, de capter ces ressources-là pour accompagner les travailleurs dans leur prise en charge sanitaire. Donc, je suis focus dans mon élément. Je n'en suis pas encore sorti. Ça, c'est la politique sociale et je suis dedans. Effectivement, vous savez, la question des contractuels pose la question, n'est-ce pas, de la protection des travailleurs, surtout dans le monde enseignant. Cette question nous rappelle ce que moi-même j'ai vécu, nous avons vécu en tant que professeur rapproché. À l'époque, l'État, sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de moyens, a recruté un certain nombre d'enseignants et a réduit de moitié le salaire de ces derniers, alors que ces derniers enseignaient dans le même endroit, avaient les mêmes, je dirais, obligations. C'est une autre approche avec les contractuels qui font le même travail que les autres. Les uns sont fonctionnaires, eux sont contractuels. Eux ont des droits limités, par exemple, ils ne peuvent pas se syndiquer, ils ne peuvent pas revendiquer, etc., etc. Ce qui est une violation pour nous de leurs droits des libertés syndicales. En tant que syndicalistes, ce que nous faisons pour nos camarades, et ce n'est pas la première fois qu'ils ont des arriérés, ils ont déjà eu l'année dernière près de 3 à 4 mois d'arriérés. Nous nous sommes battus en interpellant les autorités pour qu'on les paye, ce qui a été fait. Là encore, nous observons qu'ils ont encore 2 mois d'arriérés. La plateforme vient de faire une déclaration, une interpellation au ministre de l'Éducation nationale qui vient d'arriver et dont nous saluons les premiers pas pour qu'elle puisse s'attaquer à cette préoccupation et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'arriérés parce que le salaire a une valeur humanitaire. Vous comprenez? Donc la plateforme y est sur ce. Nous avons même demandé une audience au ministre d'ailleurs pour aller plus loin sur ce chemin-là. Je pense qu'il y a Dieu, hein, ça il ne faut pas être trop prétentieux. C'est Dieu qui permet les choses au moment où il faut. Donc il faut lui dire merci de nous avoir inspirés pour conduire ses camarades. Mais la première qualité pour réussir à rassembler des syndicalistes qui sont tous des leaders, qui sont tous des têtes fortes, c'est l'humilité. C'est l'humilité et la patience. Nous avons fait preuve d'humilité, nous avons pris plusieurs années, je vous dis depuis 2011, nous avons pris plusieurs années pour amener les uns et les autres à comprendre que le vrai combat syndical se fait dans l'unité d'action. Et nous avons réussi, grâce à rassembler tous ces grands syndicalistes, je voudrais les saluer ici au passage, je salue le camarade Deboka, le camarade André Benjamin, tous les autres camarades qui se sont, le camarade Mamouti qui est là, de la santé, du secteur de la fonction publique générale, du secteur éducation-formation, tous ces camarades ont accepté que nous puissions nous mettre ensemble. Je pense que cet honneur-là revient à ceux qui ont accepté de faire preuve d'humilité pour que nous puissions conduire le mouvement. Donc, il y a cet aspect-là. Comment avons-nous réussi? C'est la négociation. Parce qu'en matière syndicale, il y a deux leviers.
il y a la pression, ta capacité à mobiliser, à bloquer la machine de production, au moins à 90%. Ça, nous l'avons réussi, pour la première fois en Côte d'Ivoire, à bloquer toute la machine de production de l'administration générale, ce qui a surpris plus d'un. Parce que, deuxièmement, le deuxième levier, c'est la capacité à discuter, à négocier et à préparer les dossiers pour gagner sur tapis vert. Parce que vous pouvez réussir à bloquer l'administration. Mais si vous n'avez pas les arguments devant l'administration, devant les ministres pour les convaincre de ce que vous avez raison, mais vous allez perdre sur tapis vert. Et souvent, quand on en sort, on crie au loup pour dire on n'a pas été entendu, mais c'est parce qu'on n'avait pas bien articulé nos avis. Or, à la plateforme, nous préparons tout minutieusement. Nous avons vraiment des spécialistes dans tous les domaines qui nous ont permis de préparer les questions sur la retraite, de maîtriser les dossiers, ainsi que... Donc, quand nous avons rencontré le gouvernement, le Premier ministre ayant fait preuve d'ouverture, il a mis en place un comité ministériel de 8 membres qui a discuté avec nous sur au moins 1 an. Et nous avons réussi à les convaincre de la pertinence de nos revendications et de l'intérêt général de ces revendications. Et leur faire comprendre que nous ne faisions pas de la politique politicienne. Et que dans ceux qui revendiquaient les plus de 120 000 fonctionnaires, il y avait aussi leurs militants, leurs frères, leurs parents. Et que la question là était une question nationale. Et ayant compris cela, le Premier ministre l'ayant bien perçu. Au début, ça a été difficile nos rapports, mais après quand il a perçu qu'il faut savoir marcher avec les syndicalistes en privilégiant la négociation, la patience, nous avons discuté tranquillement et avons réussi historiquement en Côte d'Ivoire à signer un accord qui a permis d'apaisement du front social. Donc je pense qu'il y a des camarades qui ont accepté que nous les conduisions, parce que nous avons fait preuve d'humilité et de patience, eux aussi ont accepté, et le gouvernement qui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, parce qu'en général, hein, vous savez, quand on connaît la cartographie des gouvernements, un gouvernement de droite, en général, il est plutôt réfractaire à la discussion. Mais ici, nous avons eu la chance d'avoir des ministres, et le Premier ministre Amadou Bon, à qui je rends hommage, et je ne cesserai de rendre hommage, qui a compris la nécessité de discuter patiemment avec les acteurs sociaux, et nous avons atteint les objectifs qui sont les nôtres. Donc c'est vraiment un travail collégial. D'un côté, le gouvernement a accepté de travailler patiemment, de sortir de la pression, des invectives et toute autre chose. Et nous qui avons accepté aussi d'aller sur la table des discussions, apaiser nos camarades pour qu'ils nous laissent le temps de discuter. C'est ce qui a abouti au résultat que tout le monde sait. Ah oui, ça c'est la première fois qu'on me demande ça. Mais je peux dire que ça a été des moments historiques importants avec le Premier ministre. Je pense par exemple qu'une fois lors des discussions, au mois de janvier, vous savez que parallèlement, en 2017, les militaires aussi étaient rentrés en mouvement et réclamaient aussi de l'argent, 12 millions, etc. Et le gouvernement s'était empressé de résoudre leurs préoccupations. Et les fonctionnaires estimaient que c'était une injustice. Et une fois, au cours d'une rencontre, le Premier ministre qui avait eu vent de ces plaintes des fonctionnaires m'avait posé la question pour dire, M. Nyanya, si vous étiez le Premier ministre et à ma place, comment auriez-vous résolu la question des militaires? J'avoue que c'était une colle, hein, mais je lui ai dit que, monsieur le Premier ministre, je pense que j'aurais fait exactement ce que vous avez fait. Parce que pour moi, si les militaires sont dans la rue, qu'ils ont les armes, la République n'existe plus. Or, le syndicalisme prospère dans la République, dans la démocratie. Donc, satisfaire les militaires, c'est ramener la République et donc les discussions avec les syndicats. Donc, vous avez très bien fait, nous sommes d'accord avec vous. La seule chose qu'on peut vous demander, monsieur le Premier ministre, c'est de résoudre aussi nos préoccupations pour ne pas donner une prime aux armes et à la violence. Et ça avait été, il avait très bien perçu. L'autre anecdote, c'est que pendant longtemps, pendant que nous discutions un jour, il a dit, mais attendez, dites-moi, parce que quand je regarde le calendrier du début de votre lutte, je me rends compte que j'ai été nommé le 9 janvier 2017 et c'est ce jour-là que vous avez commencé votre grève. Alors, est-ce que ce n'était pas une grève politique pour je dirais, mettre à mal mon action? Et là, c'était aussi une colle. Nous lui avons expliqué qu'il n'en était rien. Qu'en 2016, novembre 2016, nous avions déjà fait une première action et que le préavis même, qui a couru à partir du 9 janvier, avait été déposé depuis le 22 novembre. Et cela a été confirmé par certains ministres qui avaient reçu ce préavis-là. Donc voilà, entre autres, certaines choses. Et par moment, lorsque nous expliquions au Premier ministre que résoudre le problème du stock et de toutes les autres questions, cela permettait au gouvernement d'avoir de la popularité et aux syndicats d'être crédibles. Ils trouvaient que nous étions un peu politiciens
Bref, il y avait autant de choses comme ça qui ont permis de décrisper nos relations, de briser le mur de méfiance et qui nous a permis de discuter sereinement jusqu'au résultat que l'on sait. Et c'est pourquoi je dis, je salue la mémoire de ce grand homme qui vraiment nous a quittés, avec qui nous étions en train de discuter pour les perspectives heureuses pour les fonctionnaires. Oui, c'est vrai que c'était nouveau, même si dans l'histoire, en 2001, il y a eu une trêve sociale entre les centrales syndicales et le Premier ministre Affi N'Guessan à l'époque. Cela n'avait pas été aussi populaire que la nôtre. Et le délai aussi peut-être de 5 ans a fait jaser ceux que je peux appeler les puristes du monde syndical qui estiment qu'un syndicaliste ne pouvait pas signer un accord qui empêchait la lutte syndicale. Mais non, la trêve sociale, c'est comme, je dirais, un accord pour mettre fin à une crise, à une guerre. Quand il y a un conflit, à un moment donné, on s'assoit, on discute et on signe des accords. Ça, on le voit tous les jours dans le monde. C'est la même chose. L'objectif de cette trêve-là, c'était de mettre fin à la crise qui est née entre l'administration, le gouvernement et les syndicats. Et une crise, on met fin à une crise par un accord, un gentleman agreement. Et cette trêve-là, c'était un peu ça. Certains de nos camarades n'ont pas compris, ont estimé que c'était ainsi la fin de la grève. Or, l'article 3, nous avons pris quand même des dispositions pour ne pas que cette trêve mette fin à la lutte syndicale. L'article 3 de ce document sur la trêve indique bien qu'il faut privilégier la négociation dans les requêtes, dans les quêtes sociales qui allaient venir. Je pense que tout syndicat, c'est d'abord la négociation. La grève n'est qu'une arme, je dirais, de dernier recours. Donc, c'est ce que ce document-là a retenu. L'article 5 indique, du document sur la trêve indique qu'en cas de revendication nouvelle, la partie qui a ces revendications, on saisit l'autre partie et les deux parties s'asseyent à nouveau pour discuter et trouver un accord qui s'impose aux deux parties. Donc, l'accord permet justement permet la discussion, permet toujours la négociation et permet le débat. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a eu l'incompréhension de nos camarades, mais il y a aussi la mauvaise interprétation de cette trêve par certains membres du gouvernement qui ont voulu l'utiliser comme un moyen de museler les syndicats. Et ça, je pense que ce n'était pas une bonne chose. La trêve n'a jamais dit qu'il n'y a plus de grève en Côte d'Ivoire. La trêve dit qu'on privilégie la négociation. Mais s'il n'y a pas de porte de négociation, si les gens n'ouvrent pas les bras pour qu'on discute, mais les gens vont utiliser l'arme. Parce que la grève est constitutionnelle. L'article 17 de la Constitution de Côte d'Ivoire reconnaît la grève comme constitutionnelle. Donc on ne peut pas, aucun accord, aussi puissant soit-il, ne peut pas mettre fin à, n'est-ce pas, une disposition constitutionnelle. Donc ça, je voudrais faire comprendre à nos camarades que notre objectif n'a jamais été, mais il y avait une crise. Nous avions des revendications, le gouvernement avait aussi sa revendication. Nous sommes tombés d'accord, le gouvernement s'est engagé à payer toutes nos revendications. C'est une bagatelle de près de 300 milliards, de plus de 300 milliards, ce que nous avons obtenu de l'État. En contrepartie, l'État a dit, bon, donnez-moi une période d'accalmie pour que je puisse mobiliser ces ressources. Si vous me perturbez tous les jours, je ne pourrai pas le faire. Ce qui est d'ailleurs tout à fait logique. Ce que nous avons accepté en toute responsabilité et avons respecté jusqu'à maintenant. Il nous reste 1 an pour mettre fin à cette grève. Notre objectif, c'est de voir qu'est-ce que nous faisons après la fin de la trêve. C'est dans cette dynamique-là que j'indique que pour nous, la trêve finit l'année prochaine. Mais nous n'allons pas attendre la fin de la trêve pour lancer encore des mouvements avant que le gouvernement et nous discutions. Et si nous arrivons à ça, c'est un échec un échec pour le gouvernement et un échec pour nous. Nous devons saisir ce qui s'est passé en 2017 comme levain pour justement impacter une nouvelle dynamique de négociations qui permet désormais en Côte d'Ivoire de résoudre les problèmes par la discussion. Pour nous, à 1 an de la fin de la trêve, nous avons demandé au gouvernement, nous l'avons dit hier au ministre Annou Loto, nous l'avons dit au Premier ministre et à tous les acteurs que asseyons-nous maintenant et commençons à discuter et allons à un nouvel accord avec dans le même bagage les revendications satisfaites des fonctionnaires et puis les revendications du gouvernement. C'est ainsi que nous pourrons petit à petit amener le corpus social, les partenaires sociaux à comprendre qu'aujourd'hui il y a une nouvelle dynamique, il y a un cadre dans lequel on peut trouver des solutions. Nos nouvelles revendications, nous l'avons indiqué. Pour nous aujourd'hui, nous demandons au gouvernement d'octroyer aux fonctionnaires un 13e mois de salaire. Un 13e mois de salaire, c'est une gratification qui existe déjà dans le secteur privé. Parce que c'est une gratification, parce que les gens
le privé estime que les travailleurs ont bien travaillé. Et à la fin de l'année, on leur donne quelque chose pour leur permettre de faire face aux dépenses incompressibles de ce mois. Nous pensons que les travailleurs du public sont aussi des travailleurs qui permettent à l'État, n'est-ce pas, d'atteindre ses objectifs. Nous voyons bien que souvent, en fin d'année, on nous dit que le budget a été atteint, combien de milliards, etc. Mais il faut aussi que les fonctionnaires soient encouragés par une gratification en fin d'année. Nous pensons qu'on ne peut pas rester dans les dispositions de 1960 aujourd'hui. Il faut instituer maintenant ce 13e mois de salaire et nous sommes prêts à discuter. Au privé, c'est 75% du salaire brut qui est donné. Au public, nous sommes prêts à discuter avec l'État pour voir quelle est la proportion que nous acceptons pour le faire. Et ça, ce n'est même pas compliqué, puisque c'est une seule fois dans l'année que l'État... Et ça même, je pense que c'est ce que l'État doit faire le plus tôt possible, déjà pour calmer les fonctionnaires qui, n'est-ce pas, estiment que le coût de la vie ayant pris l'ascenseur, eux sont encore au rez-de-chaussée au niveau de leur salaire. Il leur permet donc de monter la pente. Nous demandons aussi que l'indice référentiel de salaire qui permet de faire le calcul du salaire qui est de 233 depuis des lustres, depuis 1960, et qui n'a pas changé au niveau de sa valeur, on puisse l'améliorer aussi la valeur, parce que c'est le coefficient multiplicateur du salaire. Depuis 1961, 233,45 francs. Nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a quand même fait un bond économique et social. On ne peut pas continuer avec ça. Là aussi, nous sommes prêts à discuter avec l'État pour qu'on voit ce qu'on peut mettre là-dessus, sur ce plan-là. Nous demandons également, au niveau des pensions de retraite, en 2017, lors de la lutte, l'État avait réduit le coefficient multiplicateur, ce qu'on appelle le taux d'annuité liquidable, qui permet de multiplier les pensions. L'État avait réduit ça de 2 à 1,75, réduisant ainsi les pensions de 0,25%, de 25% pratiquement. Là aussi, nous demandons qu'on revienne aux 2. Ce qui a été institué en 1960, on a réduit. Il faut que le coût de la vie a pris l'ascenseur et que le retraité ne vit pas dans un autre monde quand il a la retraite où tout est gratuit. Au contraire, on voit bien que seulement 3% de fonctionnaires vont à la retraite en étant propriétaires de logements. Donc, plus que jamais, le retraité a besoin, là où toutes les maladies chroniques se déclenchent, d'avoir des moyens pour faire face à ces situations. Et c'est en ce moment-là qu'on lui réduit non seulement la pension, on réduit les avantages sociaux, mais ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire et les pays doivent soutenir leurs elders, les plus faibles. Nous pensons qu'il faut revenir aux 2 et en plus faire en sorte que tous les 2 ans, les pensions de retraite soient améliorées, comme c'est le cas pour les salaires de ceux qui sont en activité. Et ça, la Côte d'Ivoire peut le faire. Ce n'est pas impossible quand nous regardons le niveau économique de notre pays aujourd'hui. Nous demandons également que l'indemnité de logement, n'est-ce pas, soit revalorisée. Aujourd'hui, depuis 1983, certains fonctionnaires, notamment du monde enseignant et de la santé, pas tous d'ailleurs, ont une indemnité de logement qui va de 40 000 francs CFA à 70 000 pour les civils. Aujourd'hui, il n'y a pas de maison. C'est vrai que c'est une indemnité contributive au logement, mais quand même, quand on veut aider, il faut aider sérieusement. Voilà. Aujourd'hui, des maisons de 40 000, 70 000, on n'en trouve nulle part. Nous pensons qu'il faut revaloriser cette indemnité et l'attribuer à tous les fonctionnaires. Parce que tous les fonctionnaires aujourd'hui ont besoin d'aide à un cadre. Parce que pour nous, le fonctionnaire, c'est qui? Quand on parle de l'État, est-ce que vous voyez l'État? Quand vous allez à Wangolo Fitini pour rencontrer l'État, c'est le sous-préfet, c'est l'infirmier, c'est l'instituteur. C'est lui qui est l'État. C'est lui qui fait que l'Ivoirien lambda voit l'État. Mais ce fonctionnaire, s'il est dépénaillé, s'il vit dans la misère, c'est l'État qui est dépénaillé. C'est l'État qui ne sera pas respecté. Autant on donne les moyens pour que nos directeurs, nos ministres soient dans les bonnes conditions, dans les belles voitures. Mais il faut en donner aussi aux fonctionnaires lambda, pour que lui aussi il puisse refléter l'image de cet État-là. Donc nous estimons que le logement fait partie de ces éléments qui permettent aux fonctionnaires, n'est-ce pas, d'être dans de bonnes conditions. Donc il faut revaloriser l'indemnité de logement. Et ça aussi, ce n'est pas impossible. Il y a aussi des questions, notamment le statut général de la fonction publique qui a été pris en 1992, dans un contexte de récession économique, dans un contexte difficile où il y avait partout sur l'ensemble du pays les PASS, les programmes d'ajustement structurel. Et on a pris des dispositions légales, notamment le statut général, le code du travail dans cette époque-là, pour freiner, n'est-ce pas, non seulement l'expression, je dirais, démocratique des syndicats, mais aussi bloquer leur évolution. Ce statut-là est dépassé et il a été à la base de toutes les grèves qu'on a connues. Nous pensons que nous avons fait un atelier très intéressant en 2018 à Yamoussoukro
dans lequel nous avons fait des propositions, je dirais, très progressistes au niveau de ce document. Nous attendons maintenant que le gouvernement adopte ce document et qu'il l'envoie à l'Assemblée nationale et qu'il devienne un document, un texte de la République. Mais jusqu'à présent, ça est dans les tiroirs fermés à double tour. Nous demandons que ce document-là ressorte et qu'on puisse y travailler pour que les fonctionnaires se retrouvent dans un cadre légal assez intéressant et moderne. Parce que dans ce document, nous avons proposé que l'indemnité de logement devienne un droit inaliénable pour tout fonctionnaire. Que le profil de carrière devienne un droit inaliénable pour tout fonctionnaire. Vous voyez, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce document. Peut-être c'est pour ça qu'on en a peur, mais nous sommes prêts à discuter pour voir comment tout cela peut se mettre en œuvre. Donc, autant il y a toutes les questions liées aux accessoires des salaires. Hein, aujourd'hui, quand vous prenez le bulletin d'un fonctionnaire, il y a des impôts, on n'en peut finir là-dessus. Il y a au moins 3 impôts. Impôt sur le salaire, impôt sur le revenu. Comme s'il y avait une différence entre le salaire et le revenu. Tout ça réduit le salaire du fonctionnaire et le met dans une situation de mendicité. Sans compter les allocations familiales qui sont de 2500 francs, cher ami, pour un enfant, 2500. Le transport à Abidjan est à 7000, à l'intérieur à 5000. Avec quoi, est-ce que ce transport c'est pour aller où? Tourner dans sa maison et rester à la maison ou aller au travail? Nous pensons que tout ça s'est dépassé. Il nous faut aller à un nouveau forum social. Ça, c'est une proposition forte que nous faisons. Hier, nous étions avec le ministre Anoulotou qui nous a montré son engagement à négocier, à créer un cadre de discussion. Je pense que les cadres de discussion sectoriels sont bien. Mais quand les problèmes deviennent un peu trop nombreux, on va dans les pays UP, on va à un forum social. Et en 2007, la Côte d'Ivoire a connu un pré-forum social qui a préparé toutes les réformes sociales qu'on a connues, dont on a connu, n'est-ce pas, les engagements financiers. En 2012, il y a eu un forum social qui lui aussi s'est mal terminé parce qu'au moment où on le finissait, le ministre, le premier ministre d'alors, Aoussou Jano, a été limogé le même jour où on finissait. Donc, ces documents sont restés dans les tiroirs. Nous pensons aujourd'hui que dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui se bâtit, il faut absolument qu'on aille à un nouveau forum social qui nous permettrait de lister toutes les revendications sectorielles et transversales et d'en faire une programmation budgétaire pour qu'on puisse sortir petit à petit de l'ornière. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est la proposition qu'il nous faut. Ça nous permet, en 1, 2, 3 journées, de rassembler tous les problèmes, d'apporter des réponses et de façon participative, d'intégrer tous les acteurs dans ce combat-là et au sortir, d'arriver à un chronogramme que tout le monde respectera. Et alors, on aura la paix sociale en face. Donc, voilà un peu en gros, chers amis, la dispo. Mais la plateforme n'est pas que fonctionnaire. Grâce à l'arrêté de 2019 qui nous fait de nous une centrale de travailleurs, nous avons commencé à faire notre chemin au privé. Et là aussi, il y a des préoccupations. On sait par exemple que dans le monde des journalistes, il y a beaucoup de problèmes. N'est-ce pas? Il y a des organes qui n'arrivent même pas à assurer le minimum à leurs travailleurs. Tout ça, il faut que l'État puisse agir pour aider les organes, parce que vous êtes des acteurs importants, hein, n'est-ce pas? Donc il faut rediscuter la convention collective de 1977, faire en sorte qu'on ait des conventions collectives sectorielles qui prennent en compte, n'est-ce pas, les aspirations des uns et des autres, selon les métiers, selon l'importance des métiers. Il y a aussi la retraite, la question de la retraite dans le secteur privé, qui est une retraite de misère. C'est la retraite que nous avons combattue dans le secteur public qui est aujourd'hui à appliquer dans le secteur privé. Et donc, nous pensons que la CNPS fait déjà beaucoup, mais l'État doit aider la CNPS à aller plus loin dans la prise en compte de la retraite en exonérant, par exemple, certains impôts et demander à ces entreprises d'injecter ces impôts exonérés-là dans la prise en compte sociale des travailleurs, si vous comprenez. Il y a la question du SMIC et du SMAG, qui sont à 60 000 pour le SMIC et à 30 000 pour le SMAG, qui sont dépassés aujourd'hui. Il faut également revaloriser tout ça. Donc bref, nous sommes dans cette dynamique pour que nous puissions être vraiment les vrais porte-voix des travailleurs face à l'État et que nous appelons à la discussion permanente. Mettons en place des cadres de discussion permanents. C'est la seule solution. On ne va pas faire l'autruche pendant longtemps. Il faut qu'on se retrouve pour discuter. Et, comme je l'ai dit, le forum social permettra de prendre en compte le secteur public et le secteur privé et de laguer, de balayer tout un champ qui donne une vraie perspective à l'État de Côte d'Ivoire, une vraie lisibilité sur les préoccupations des travailleurs et qui nous permet de sortir des grèves à répétition et des crises à répétition. Merci, mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment
c'est pas compliqué. Surtout que tout cela ramène à la même chose, la question sociale. Que ce soit la plateforme, que ce soit la CGSTCI, que ce soit la MAESI, que ce soit la MUGEPSI demain. Tout ça, c'est le même sujet, le sujet social, l'humain, qui est au centre de nos préoccupations. Donc nous arrivons à concilier tout ça parce que c'est le même schéma qui est pris en compte. La CGSTCI s'occupe de façon plus forte du secteur privé. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes très focus là-dessus. La plateforme est beaucoup plus fonctionnelle avec une ouverture sur le privé en relation avec la CGSTCI. Donc, ça nous permet d'avoir plus d'éléments d'approche. La MAESI, on règle les problèmes de santé des fonctionnaires. La MUGEPSI, c'est les problèmes de santé, la MAESI, problèmes de santé de tous les travailleurs, tous les Ivoiriens, MUGEPSI, fonctionnaires, etc., etc. Donc, nous sommes dans notre... Si nous sortons de ça pour aller faire autre chose, vous auriez bon jeu de nous dire qu'est-ce qui nous fait courir. Sinon, pour le moment, nous sommes dans le même match. Oui, c'est vrai, la MUGEPSI est la mutuelle générale des fonctionnaires, mise en place depuis 1973, dans une collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et la seule et unique centrale syndicale de l'époque, d'une part, et d'autre part, avec les pharmacies, pour permettre, parce qu'en 1973, avant 1973, l'État s'occupait de la santé des fonctionnaires. Il ne payait rien à l'hôpital. Et en 1973, quand les premières crises financières se sont jouées, Houphouët-Boigny, un bon visionnaire, a décidé donc de mettre en place une structure avec les fonctionnaires, leurs contributions, et d'autre part, que les pharmacies acceptent qu'ils fassent crédit en médicaments pour créer la MUGEPSI. La MUGEPSI a donc joué le rôle de ce que je peux appeler, ça a été la mutuelle universelle, qui n'a jamais eu un parent fonctionnaire qui a sauvé tel ou tel grâce à la MUGEPSI. Elle a connu plusieurs, je dirais, tournants, et aujourd'hui, elle est confrontée à, je dirais, deux situations. La première, c'est l'arrivée de la CEMU, la couverture maladie universelle, qui est une structure de protection sociale mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, qui normalement aurait dû être mise en place avant la MUGEPSI, mais qui vient trouver une MUGEPSI qui, depuis longtemps, joue le rôle. Cette mutuelle, cette couverture maladie a pour mission de prendre en charge tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. En termes de santé, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, 80% des populations ivoiriennes n'ont aucune couverture. Sont dans une précarité sanitaire. C'est seulement 20% du secteur formel, public comme privé, qui ont une couverture en assurance ou en mutuelle. Donc il y a un monde qui est là, qu'il faut protéger pour lutter contre la pauvreté. Et c'est dans cet esprit-là que le BIT et l'OIT ont instruit les États à mettre en place ces structures. En Côte d'Ivoire, donc, la CEMU arrive et elle trouve sur le terrain la MUGEPSI pour les fonctionnaires. Mais comme on dit, tous les Ivoiriens doivent adhérer à cette CEMU. En 2014, la loi est prise et voilà que la CEMU doit s'installer. Et là où nous pensions qu'elle devait aller commencer par les plus faibles, ceux qui n'ont aucune couverture, elle a décidé de démarrer par les fonctionnaires, qui eux-mêmes avaient déjà une couverture et qui, n'est-ce pas, cela va créer un choc et qui fait qu'aujourd'hui, dans cette transition, il y a des problèmes. Parce que la CEMU, qui est une bonne chose dans la vision, la CEMU, qui finalement va avoir un rôle important, pour le moment, n'ayant pas encore une bonne disposition au niveau de nos structures sanitaires, au niveau du plateau technique, au niveau de l'implication plus forte des agents de santé, cela piétine. Et ce piétinement-là agit sur la santé des fonctionnaires. Voilà le premier problème. Le deuxième problème, la mutuelle générale des fonctionnaires, dans cette affaire, a donc pris une partie des ressources, ont été donc envoyées à la CEMU pour la prise en charge des fonctionnaires, que la CEMU n'arrive pas véritablement encore, comme je l'ai dit, parce que le plateau technique et les centres de santé n'ont pas encore atteint le niveau que nous souhaitons. La MUGEPSI aussi a perdu ses ressources, une partie. Mais à côté de ça, les réformes qui ont été introduites par le conseil d'administration actuel ont véritablement créé la discorde et la division au sein des fonctionnaires. En 2018, par exemple, le conseil actuel a introduit une carte dite intelligente qu'elle a vendue aux fonctionnaires, là où, logiquement, cette carte devait être gratuite. Une carte à 10 000 francs aux fonctionnaires et faisant croire que cette carte résoudrait tous les problèmes et serait la panacée. Malheureusement, en cours de route, on a vu que la carte était plus un moyen
mercantiliste qu'autre chose. Donc tous ces problèmes, ensuite d'autres produits ont été créés et chaque jour le fonctionnaire doit payer un peu plus pour, un peu comme une seau d'air, où chaque fois qu'il résout un problème, on en crée un autre problème, ainsi de suite. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, la réalité c'est que les fonctionnaires n'arrivent plus à se soigner. Tiraillés entre les deux structures, ils sont ballottés et aujourd'hui achètent leurs médicaments en main propre. Et ça, c'est ça le problème aujourd'hui. Notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les fonctionnaires retrouvent au moins le niveau de prise en charge sanitaire et que cela soit amélioré de sorte que le fonctionnaire qui est le centre de l'État de Côte d'Ivoire soit en bonne santé et qu'il soit performant au travail. Le combat que nous menons aujourd'hui pour la MUJEPSI, c'est de réussir à redynamiser cette structure, lui donner son luxe d'antan et faire en sorte qu'elle soit véritablement au service des fonctionnaires. Et c'est ça qui est le combat, le nôtre. D'un autre côté, nous allons discuter avec l'État pour que l'État joue son rôle, pour que la CEMU puisse atteindre rapidement les objectifs qui lui sont assignés dans la prise en charge des fonctionnaires, pour que tout cela arrive à faire en sorte que le fonctionnaire arrête de se plaindre. C'est notre objectif. La MUJEPSI, comme je l'ai dit, j'ai fait un peu l'historique. Elle a été créée en 1973. Elle a aujourd'hui près de 47 ans d'existence. Et elle vit grâce aux cotisations du fonctionnaire. La plus grande cotisation à la MUJEPSI, c'est 7004 francs qui est cotisé par le fonctionnaire le plus gradé. Ce qui fait, je dirais, par mois, des ressources autour de 2 milliards 6,5 par là. Que donc, en bout d'année, ça nous fait des milliards pour la santé des fonctionnaires. Donc, la MUJEPSI pèse au niveau financier, elle pèse au niveau stratégique pour l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est elle qui, tous les fonctionnaires sont dedans. Il y en a 365 000 fonctionnaires civils et militaires, retraités ou en activité, qui sont membres, qu'ils le veuillent ou non, de la MUJEPSI. Dès que vous devenez fonctionnaire, automatiquement, on vous précompte pour la MUJEPSI. Donc, personne n'a fait acte d'adhésion. Et donc, tout le monde est dedans. Donc, c'est une structure importante et centrale dans la santé des fonctionnaires, donc dans la bonne gestion de l'État, puisque les ministres fonctionnaires, des directeurs fonctionnaires sont tous membres, les militaires les plus hauts gradés. Quand ils sont retraités, quand ils sont malades, c'est la MUJEPSI qui les soigne. Donc, vous comprenez l'importance stratégique de cette structure-là. Donc, les fonctionnaires, c'est leur chose. Donc, de la bonne santé de la MUJEPSI dépend la bonne santé de l'administration aussi. La bonne santé n'est-ce pas, de la relation avec de l'État, en même mot. Donc, c'est ça. Et c'est ce qui fait que la MUJEPSI est au centre de toutes les préoccupations, parce que la santé n'attend pas, elle est quotidienne, elle est urgente. Et depuis cette année, depuis 2014, il y a une nouvelle loi qui a institué la CEMU. La CEMU, la couverture maladie universelle, qui dans son entrée en vigueur a donc, parce que logiquement, avec l'arrivée de la CEMU, qui est la seule structure de protection sociale obligatoire en Côte d'Ivoire, logiquement, la MUJEPSI devait disparaître. Parce que la CEMU ne devrait pas tolérer l'existence d'autres structures obligatoires. Or, la MUJEPSI est obligatoire pour les fonctionnaires. Donc, pour trouver un attelage, pour que la MUJEPSI ne disparaisse pas, vu son rôle par rapport aux fonctionnaires, il a fallu trouver ce qu'on appelle l'arrimage. Donc, arrimer la MUJEPSI, structure obligatoire, et la CEMU, qui doit être la seule structure de protection sociale obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'attelage là qui a été fait en 2017 à travers un décret qui dit que la CEMU est donc la structure aujourd'hui nationale obligatoire et est instituée pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire une couverture maladie, un régime complémentaire obligatoire dirigé par la MUJEPSI. Les ressources donc dont je parlais tout à l'heure de la MUJEPSI vont donc être divisées en deux. Voilà. C'est-à-dire les ressources vont d'abord à la CEMU et la partie qui reste à la MUJEPSI, c'est avec cette partie qu'elle doit gérer en priorité les maladies chroniques, donc les maladies au long cours que la CEMU ne prend pas, et le reste des fonctionnaires. Et donc cela a entraîné une véritable un chambardement du système sanitaire, parce que la MUJEPSI ayant perdu une partie de ses ressources au profit de la CEMU, qui elle doit fonctionner dans les hôpitaux publics uniquement, où on sait que les plateaux techniques ne sont pas toujours encore à la hauteur. Le fonctionnaire qui a pris l'habitude d'utiliser toujours sa MUJEPSI, qui est aujourd'hui tiraillée entre les deux, cela a entraîné donc les plaintes que nous avons aujourd'hui et le recul au niveau de la prise en charge sanitaire des fonctionnaires, et le ressenti aujourd'hui, c'est que les fonctionnaires disent qu'ils ne se soignent plus. Donc, effectivement, ils payent en main propre leurs médicaments, parce que pour le moment, la CEMU n'a pas encore atteint
sa vitesse de croisière et donc n'arrive pas à assumer pleinement sa fonction. De l'autre côté, la MUGEPSI, avec la réduction de ses ressources et les réformes qui ont été prises aussi par le conseil qui est là, parce que au calcul, la MUGEPSI, avec toutes ses ressources et toutes ses réserves, aurait pu quand même, n'est-ce pas, accompagner le fonctionnaire qui pendant 47 ans lui a tout donné, parce que beaucoup de fonctionnaires n'utilisent pas la carte de la MUGEPSI, cotisent sans se soigner avec la MUGEPSI. Donc la MUGEPSI, avec ses ressources, aurait pu jouer un rôle d'équilibre dans cette période. Mais la MUGEPSI s'est mise dans une posture où elle a, n'est-ce pas, mis en place des réformes où le fonctionnaire devra payer encore plus pour se soigner. Et c'est normal? Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal et c'est ce qui crée aujourd'hui donc ce dysfonctionnement et cette colère non mal contenue des fonctionnaires par rapport au conseil d'administration actuel qui, n'est-ce pas, qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. Si vous allez sur les réseaux sociaux, sur Allo MUGEPSI, vous verrez donc que les fonctionnaires se plaignent au quotidien de toutes ces réformes, notamment l'institution d'une carte dite intelligente qui, logiquement, ne devrait pas coûter 1 centime, mais qu'on a vendu aux fonctionnaires à 10 000 francs CFA. Or, dans les mutuelles ou dans les assurances, quand vous êtes à jour de vos cotisations, la carte de prestation, elle vous est donnée gratuitement. Mais eux sont venus et l'ont vendue aux fonctionnaires à 10 000 francs. Ce qui a déjà créé deux types de mutualistes, ceux qui ont refusé d'acheter la carte et ceux qui l'ont achetée. Et ont donc donné des faveurs à ceux qui ont la carte. Quand ils vont à l'hôpital, ils ont plus de faveurs. Et ceux qui n'ont pas, qui ont l'ancienne carte, sont ostracisés. Donc ça a créé forcément une division, mais qui a favorisé aujourd'hui la crise actuelle que nous avons. Donc voilà un peu, en gros, ce que je peux dire sur la MUGEPSI. Non, je vous remercie, comme je l'ai dit tantôt, et dire que pour nous, notre engagement social est sans faille et sans calcul. Voilà, nous nous sommes engagés pour les travailleurs et nous sommes dans ce tempo-là. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est que les dispositions pour la négociation avec l'État soient prises et qu'on n'attende pas que les crises éclatent pour crier au loup. Nous appelons le gouvernement à mettre en place de vraies structures de discussion qui soient des structures inclusives et productives et non des structures juste pour servir de gadgets pour donner l'impression qu'on a discuté ou bien qu'on discute. C'est ça, aujourd'hui, notre appel à l'État. D'un autre côté, à tous les camarades travailleurs, c'est notre engagement à continuer à nous battre pour que leur santé soit préservée, pour que la promotion de leur situation salariale soit faite, comme nous l'avons réussi en 2017. Nous sommes toujours engagés dans ce combat. Donc merci à vous et à très bientôt.